7h13, voici les experts d'Europe 1 autour de Samuel Etienne. Et oui, ils sont là, nos 4 experts. David Doucan pour la politique, Emmanuel Dutheil pour l'économie, Jeanne Daudet pour la presse régionale et Guillaume Janton qui se recoiffe. C'est important d'être beau à la radio pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Samuel. La politique, David Doucan, c'est le Front National ce matin qui se réjouit de recevoir de nombreuses adhésions depuis l'attentat de Nice. Le FN donc officiellement où tout va bien. Marine Le Pen continue de prospérer dans les sondages. Dans le contexte que nous vivons, la menace terroriste, la faillite de la classe politique depuis vendredi, spontanément on se dit qu'elle engrange. Et ce que vous nous dites, David, ce matin, c'est que malgré ce contexte, eh bien, la préparation de la campagne pour le FN est compliquée. Oui, d'abord il y a un aspect sur lequel le contexte terroriste n'a aucun impact, c'est l'argent. L'argent. Il en faut pour une campagne présidentielle au moins 10 millions d'euros. On vous avait révélé sur Europe 1 que la présidente du FN avait lancé des demandes de prêts auprès de plusieurs dizaines de banques, y compris étrangères, pour financer sa campagne. Eh bien, sachez que les premières réponses sont négatives quant à la demande de Marine Le Pen d'être reçue par le président de la Fédération des banques françaises pour avoir des explications sur l'ostracisme dont elle s'estime victime. Là encore, eh bien, c'est non. Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale et de la Fédération des banques françaises, refuse de la recevoir. On est le bec dans l'eau à ce stade, nous confiait le trésorier du parti. Problème d'argent donc, et problème d'organisation. Marine Le Pen n'a pas arrêté son organisation de campagne, ce qui aiguise les concurrences et alimente la suspicion, à tel point que les réunions préparatoires qui se tenaient toutes les semaines à Nanterre pour réfléchir sur la stratégie et la communication ont été supprimées. Trop de fuites, ambiance pourrie, témoigne l'un des participants qui met en cause notamment l'influence toute puissante, pour ne pas dire le despotisme, de Florian Philippot, le numéro 2 du mouvement. Alors, problème d'argent, problème d'organisation. Pourtant, David, tous les sondages garantissent à Marine Le Pen une qualification pour le second tour de la présidentielle. Oui, voilà, le second tour est effectivement à portée de sondage. Ouais. Ça, on est tous d'accord. Mais enfin, la victoire à la présidentielle, elle, semble hors de portée, même avec le terrorisme. C'est en tout cas ce qu'un certain nombre de cadres du parti ont intégré. Ils le disent. On l'a vu lors des régionales, je vous le rappelle, les régionales se sont tenues exactement un mois après les attentats du 13 novembre. Le réflexe du Front républicain mobilise toujours fortement la gauche. La barre des 50% reste quasi infranchissable pour le Front, alors même que la France était encore totalement traumatisée par l'ultraviolence islamiste. Cette impossibilité à l'emporter au second tour est à ce point intégrée au Front National que l'horizon pour la nouvelle génération, c'est déjà l'après 2017, voire l'après Marine Le Pen. La succession est déjà ouverte, âprement disputé. Marion Maréchal Le Pen d'un côté, le FN tradi du Sud, et le fils spirituel, Florian Philippot, le FN étatiste et ouvrier du Nord, sur la famille, sur le mariage gay, sur l'économie, tout les sépare, et la guerre est déclarée. Voilà, le FN qui est déjà obligé de se projeter donc dans l'après Marine Le Pen, des divisions en perspective. Emmanuel Dutheil, l'économie. Emmanuel, oui, je sais que c'est vous. Et vous nous emmenez en vacances, ça c'est sympa. Et du côté, une destination précise, des parcs d'attractions. Ouais, avec une bonne nouvelle. Il y a plus de monde que l'an dernier dans les parcs d'attractions. On peut vous le révéler ce matin. 110 000 entrées au Futuroscope depuis le début des vacances d'été. C'est 6% de plus que l'an dernier. C'est très bon aussi, m'a-t-on dit, du côté du Puy du Fou. Après un démarrage en demi-teinte, là plutôt à cause du mauvais temps au printemps, ça s'améliore nettement aussi à la mer de Sable, dans l'Oise. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Pareil pour le PAL, qui est un parc animalier, un gros parc animalier. Dans l'Allier. Ah, vous connaissez voilà, exactement, un Moulins-sur-Allier. Ce parc a vu sa fréquentation bondir ces derniers jours et juillet devrait être meilleur que l'an dernier. Et pourtant, vous en souvenez peut-être, juillet avait été un très bon mois l'année dernière pour tous ces parcs d'attractions. Emmanuel, je suis sûr que tous nos auditeurs se posent la question. Ce que vous nous dites là, c'est presque contre-intuitif après les attentats, cette fréquentation en hausse pour les parcs d'attractions. Comment ça s'explique ? Je suis totalement d'accord avec vous, parce que quand j'ai commencé mon enquête, je pensais que les parcs pouvaient connaître un petit coup d'arrêt, notamment après les attentats de Nice. Mais non, ce n'a pas été le cas. Aucune annulation à déplorer, par exemple, du côté du Puy du Fou. Et finalement, c'est assez logique. Au Futuroscope, on le dit, les gens ont besoin en ce moment de couper, de passer des moments en famille, des moments joyeux, me disait le patron du parc d'attractions, le PAL, que connaît si bien Anissa. Donc ça, en tout cas, c'est la première raison, le besoin d'être ensemble en ces temps anxiogènes. Et puis, les parcs d'attractions profitent également du fait que on reste en vacances en France et qu'en plus, on fait de plus en plus de courts séjours. Et du coup, si la météo se tient en juillet et en août, l'été devrait être très très bon pour les parcs d'attractions. Alors ok, on veut changer les idées, mais Emmanuel,
cocktail, bien sûr, tous ces parcs ont sans doute dû renforcer leur sécurité. Oui, ils doivent tout simplement rassurer les clients. Un tiers d'agents en plus, par exemple, au Futuroscope. Les entrées secondaires, comme celles utilisées uniquement par les fournisseurs, sont aussi aujourd'hui mieux surveillées. La plupart utilisent aussi des caméras de vidéosurveillance. Et puis, il y a aussi, comme au Puy du Fou, plus de rondes de police que ce qui était le cas jusque-là. Bref, tout est fait, semble-t-il, pour que l'on puisse se divertir en toute sécurité. Et ce cocktail semble plutôt bien fonctionner du côté des parcs d'attractions. Un ou deux, vous en avez testé un ou deux récemment? À force, on va le croire, parce que d'année en année, je fais plusieurs sujets sur les parcs d'attractions, alors que je n'y vais jamais. Mais il faut aller au bout, Emmanuel, il faut aller au bout de l'enquête, il faut les tester, il faut faire les toboggans, il faut faire les trains Mais il faut fantômes. qu'on y aille tous ensemble, toute la bande des experts. Invitez-nous, Samuel. Pardon, Invitez-nous, Samuel. Oui, bien sûr, c'est ça, avec ma carte bleue infinie. Bien, tout à fait. Jeanne, allez, en ces temps de forte chaleur, même si Laurent Cabrol nous expliquait que ça diminue un petit peu là, on va parler d'eau, histoire d'eau, voilà, qui rappellera de bons souvenirs à ceux qui ont vu le film. D'eau minérale, je précise, eau de gamme. Cette eau, et c'est dans l'Est républicain. Oui, je ne sais pas si vous êtes plutôt eau du robinet, notre traditionnel château La Pompe, ou l'eau minérale. Eau de Fidji, moi, uniquement. Ça m'étonne pas de vous. Goût de luxe de Guillaume Janton. Mais justement, on va parler luxe, du nouvel eau qui s'apprête à rentrer sur le marché. La seule eau minérale de Franche-Comté, figurez-vous. Oui. C'est un boulanger, Paul... Ça fait la différence. Bah évidemment, ça donne un autre goût. Le boulanger Paul Poulaillon a décidé de la mettre en bouteille. Logique, explique-t-il, parce que l'eau est la matière première du pain. Mais ce n'est pas n'importe quelle eau. Avec le main froid, c'est une eau exceptionnellement pure, avec 0 nitrate, explique Paul Poulaillon, avec ses 250 000 euros. 250 000 euros, Emmanuel, vous voyez? C'est unique en France, 250 000 euros. Elle soigne, elle est notamment bonne pour les reins et le système digestif. Ça va faire plaisir à Guillaume Janton qui est très sain, très sain, qui a des problèmes digestifs. C'est ça? Non, pas du tout. Enfin. Un scoop dans la matinale d'Europe 1. Cette eau, ce sont 6 millions d'euros investis, 10 employés pour le moment, mais 20 à l'avenir pour une production de 20 000 à 30 000 bouteilles par jour. Des bouteilles au packaging très travaillé, avec notamment un bouchon épais pour qu'elle soit plus facile à ouvrir. Alors vous l'imaginez, qui dit eau de luxe, eau de gamme, dit prix élevé. Nous y voilà. Autour de 2 euros le litre. C'est près de 6 fois plus cher que la moyenne des autres eaux minérales. Et vous pourrez les trouver, ces eaux, dans des magasins spécialisés, en grande surface, mais surtout à l'étranger. 80% de ces bouteilles seront exportées notamment au Moyen-Orient et en Chine. Vous savez, des pays très friands du luxe à la française. L'usine de production sera inaugurée le 23 septembre prochain. Emmanuel, ce qu'il vous dit, c'est que c'est un vrai marché, l'eau minérale de luxe. C'est l'eau minérale de luxe, mais l'eau tout simplement, puisque l'eau cartonne, on n'en a jamais autant bu, au point l'année dernière, on a bu plus d'eau que de soda, par exemple. Bon, alors celui qui boit de l'eau Fidji, donc maintenant, Guillaume Janton. Guillaume, à la télé ce soir, un documentaire sur l'île de Pâques, c'est à 20h50 sur France 5. Et oui, ce soir, France 5 nous emmène sur cette île paradisiaque perdue au milieu de l'océan Pacifique. Alors pas pour admirer ses plages de sable fin, mais pour tenter de comprendre l'histoire de cet endroit mystérieux qu'est l'île de Pâques, et notamment l'effondrement de sa civilisation à la fin du XVIIe siècle. Alors plusieurs théories sont avancées par les spécialistes, la déforestation, les contraintes environnementales ou encore la surpopulation qui aurait poussé les habitants de l'île à des pratiques surprenantes. Cette grotte porte le nom de Anakaitangata, la grotte où on mangeait des hommes. Certains chercheurs prennent ce nom au sens propre. Ils s'imaginent que des guerriers kidnappaient des hommes la nuit, les tuaient et les mangeaient. Les conditions de vie étaient tellement rudes qu'ils s'entretuaient pour survivre. Il y aurait eu des cannibales donc, sur l'île de Pâques. C'est sympa pour le petit-déj. Absolument, petit-déj continental. Alors ce soir, vous découvrirez des paysages à couper le souffle, notamment les côtes où se trouvent les fameuses statues Moai. Vous savez, ce sont ces monolithes gigantesques sculptés à la main représentant des visages d'hommes. Vous ferez également la connaissance du roi de l'île de Pâques, au nom quasi imprononçable, Valentino Rirokoko Tuki. J'ai dû aller voir un orthophoniste avant de faire cette chronique. Et enfin, vous apprendrez qu'au XVIIe siècle, les habitants organisaient chaque année une élection avec des hommes musclés, non pas l'élection de Mister Île de Pâques, mais de l'homme-oiseau dont le gagnant devenait le second roi de l'île. Les guerriers de l'île devaient passer une épreuve d'endurance. Un jeune guerrier de chaque clan devait nager jusqu'à l'îlot et rapporter intact le premier œuf pondu. Alors je vous vois saliver Samuel, mais cet œuf de Pâques n'est pas en chocolat bien sûr. Mais c'est un œuf de Pâques, c'est vrai. Bref, ce documentaire sur l'île de Pâques est très réussi, avec de belles images, des témoignages de chercheurs et d'archéologues du monde entier, mais aussi des scènes de reconstitution pour mieux nous plonger dans l'histoire de l'île. Alors si depuis la fin de Koh-Lanta, les îles et l'aventure vous manquent, rendez-vous ce soir 20h50 sur France 5. Et on retiendra le jeu de mots de Guillaume Janton, œuf de Pâques. Grande bien subtilité sûr, ce matin. Merci. Merci les experts.